vous propose un jeu. Allez, Gérard. Alors voilà. Il s'agit de trouver pourquoi Léa nous a caché sa ravissante sœur pendant 2 siècles. Où était Juliette? Que faisait Juliette? Était-elle au bout du monde? Fâchée avec Léa? Ça suffit maintenant, Gérard. Cachée en Suisse, au fond d'un couvent? Tu vois pas que tu fais chier tout le monde, là? Était-elle montreuse d'ours dans un cirque? J'étais en prison pendant 15 ans. Pour meurtre. Elsa Zilberstein, Christine Scott Thomas, inédit, jeudi prochain sur France 3. L'endive, toujours plus créative. Depuis quand vous ne vous êtes pas dépassé? Devenez vous-même. La lèpre existe encore et frappe chaque année 250 000 personnes. Et surtout, la lèpre exclut toujours. La fondation Raoul Follereau, qui combat toutes les formes d'exclusion, se bat pour soutenir les lépreux. Aidez-nous à soigner et réinsérer les lépreux. Appelez le 3260 et dites Follereau. Demain, sur France Télévisions. France 2, Miroir, mon beau miroir. Affrontement au bord de la folie entre belle-mère et belle-fille. France 3, de l'Indonésie à la Nouvelle-Zélande. Vogue Thalassa. France 4, attachez vos ceintures. Danger dans le ciel, attention, ça va secouer. France 5, Empreinte. Serge et Béat Klarsfeld, guerrilleros de la mémoire. France O, 9 semaines et 1 jour pour monter en haut de la scène. Demain, sur France Télévisions. Vous aurez tous les choix. C'est Ourasi, un cheval de légende qui est resté gravé dans la mémoire du journaliste José Coves. On est en 1990, l'année d'avant, il a perdu contre toute attente. On n'a rien compris. Il n'a pas uriné avant la course. Il s'est complètement bloqué au moment du sprint final. Dans les tribunes, François Mitterrand et la France turfiste est abasourdie. Le roi feignant a été battu. Alors, il se passe une année, c'est Michel Goujon qui est au sulky d'Ourasi. Et moi, je suis à la télé, je commande cette course. Et vraiment, ça a été un truc extraordinaire. Et on avait mis une petite caméra dans le box d'Ourasi. Et 1 heure avant la course, il fait pipi. Et là, comme une traînée de poudre, la nouvelle, Ourasi a pissé, Ourasi a pissé. Ourasi est libéré. Et alors là, la course. Sur la fin, Ourasi reste détaché et va remporter ce prix d'Amérique. Je crois que toute la France attendait ce moment-là, parce que c'était son 4e prix d'Amérique quand même. C'était donc, vous voyez, le roi avait quand même retrouvé son trône. Championnat d'Europe de patinage artistique. Qui battra Evgeny Plushenko, le champion des champions. Brian Joubert a une revanche à prendre. Alban Préaubert a un premier titre international à conquérir. Mais Florent Amodio pourrait bien bouleverser la hiérarchie. Tout va se jouer à quelques dixièmes au championnat d'Europe de patinage artistique. Programme Libre Homme en direct, samedi à 20h35 sur France 3. Neigera, neigera pas. Regardez la météo sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée en notre compagnie. Quelques petits flocons pourraient virevolter dans le ciel cette nuit et jusqu'à demain matin sur le nord du pays. Mais après cela, comme l'anticyclone va progresser, nous allons avoir un assèchement de la masse d'air. Et sur les 2 tiers nord, demain matin, normalement, le ciel sera calme. Le soleil essaiera de percer la nébulosité. Nous aurons un vent de nord-est sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, ainsi que sur l'extrême sud-est. Au sud du soleil, malgré quelques brouillards dans le sud-ouest, et un temps assez mouvementé, avec de la pluie et de la neige sur les Pyrénées-Orientales au-dessus de 900 mètres et sur le relief de la Corse aussi dans le courant de l'après-midi. Quelques averses de neige tomberont au-dessus de 1000 mètres. Mais sur le nord, le soleil devrait gagner du terrain et déjà les éclaircies seront plus belles sur les Flandres. Sur la moitié nord, ce sera variable, plutôt beau, sur l'est aussi, mais dans le sud-ouest, ça va se gâter et la pluie va arriver. Le vent de nord apporte de l'air froid et les températures minimales offriront des gelées. Nous attendons moins 4 à 5 degrés sur l'ensemble du pays. Et dans
l'après-midi, les températures maximales seront en baisse sur la moitié nord, plutôt stationnaires au sud, avec parfois même une petite hausse de ces valeurs sous la couverture nuageuse. Ces températures oscilleront entre 0 et 13 degrés sur l'ensemble de la France. La tendance pour la toute fin de semaine sera à l'amélioration dans le nord du pays, mais avec des gelées matinales considérables, à la faveur des éclaircies nocturnes. Grand soleil donc au nord, samedi, avec un vent de nord-est côtier, et ça se dégrade sur le sud, avec de la pluie, de la neige sur le relief des Pyrénées-Orientales, du Massif central, des Cévennes aussi, des Alpes et de la Corse. Dimanche, le soleil essaiera de percer à peu près partout, par endroits quelques bancs de brouillard perdureront, et sur le sud, ça devrait s'améliorer lentement. Belle soirée en notre compagnie. Demain, nous fêterons les Thomas. C'était la météo de France 3 avec Monsieur Bricolage. Quelle heure est-il ? Il est l'heure de nous rencontrer. Midi en France, tous les jours dès 10h50. Dans votre région. Prenons le temps de découvrir votre art de vivre, votre culture, votre histoire, votre patrimoine, vos bons plans, vos recettes. En fait, votre richesse. Et votre région devient unique avec Laurent Boyer et toute son équipe. Midi en France, lundi à 10h50 sur France 3. Bonsoir, bienvenue dans ce Soir 3 tout en images, en raison d'une grève d'une catégorie du personnel. Dans l'actualité de ce jeudi, d'abord l'inquiétude à propos de la santé de Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, est hospitalisé depuis hier. Toute l'Afrique du Sud a le regard tourné vers cet hôpital de Johannesburg. C'est ici que Nelson Mandela a été admis dès hier. Depuis, à son chevet, c'est le défilé des personnalités. Les journalistes, eux, affluent en quête de la moindre nouvelle. Selon la presse sud-africaine, Nelson Mandela aurait consulté un pneumologue à la suite d'une forte toux. Aux fenêtres d'une école voisine, ses dessins d'enfants lui souhaitent un bon rétablissement. Bien sûr, ils ne l'ont pas connu lorsqu'il dirigeait le pays, mais ils savent à quel point le Madiba, ce père de tout un peuple, a marqué l'histoire de l'Afrique du Sud. Il représente beaucoup pour nous. Nous savons ce qu'il a fait ici. Il sera toujours la personne la plus importante de ma vie. À 92 ans, il affichait un visage toujours barré d'un large sourire lors de sa dernière apparition publique. C'était à l'occasion de la Coupe du Monde de football en juillet dernier. Hier, sa fondation avait annoncé son hospitalisation pour des examens de routine, mais depuis, un silence total entoure son état de santé, au point qu'une vague de rumeurs alarmistes s'est répandue dans le pays, conduisant l'actuel président sud-africain à calmer le jeu. Le président Mandela a dû, en raison de son grand âge, être hospitalisé pour des examens de contrôle. J'imagine qu'il en a davantage que quand il était un jeune homme en bonne santé. Il est allé dans cette clinique pour effectuer un de ses contrôles, c'est la seule information que j'ai. Officiellement, la vie de Nelson Mandela ne serait pas en danger. Le médecin militaire qui le traite l'autorisera même à quitter l'hôpital demain. Mais selon une source proche, Nelson Mandela serait très malade. La tension n'est toujours pas retombée en Égypte, qui a connu aujourd'hui de nouvelles manifestations contre le président Moubarak. La ville de Suez a connu les heurts les plus violents. Les manifestants, en majorité des jeunes et des chômeurs, ont affronté les forces de police dans le centre de la cité portuaire, transformée en champ de bataille, voitures incendiées et rues jonchées de pierres et de débris. Hier, déjà dans la même ville de Suez, les manifestants avaient incendié des bâtiments officiels. Les troubles ont également gagné le Sinaï, où un manifestant a trouvé la mort aujourd'hui lors d'un échange de tirs entre bédouins et forces de l'ordre. Pendant ce temps, un calme précaire régnait dans la capitale, quadrillé par d'imposantes forces de police. C'est dans ce contexte que Mohamed El Baradei est rentré ce soir au Caire. L'ancien directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique s'est dit prêt à mener la transition démocratique. Le gouvernement doit comprendre et écouter les gens rapidement et prendre des mesures concrètes pour des réformes qui mènent à une Égypte démocratique. Demain, l'Égypte devrait connaître une nouvelle journée d'action avec un appel à manifester après les prières du vendredi. Depuis le début du mouvement de protestation, 7 personnes sont mortes
et la police a procédé à plus d'1 millier d'arrestations. Les manifestants le réclamaient depuis plusieurs jours. Ce soir, c'est fait. En Tunisie, le remaniement ministériel a été annoncé et les proches de l'ancien président Ben Ali ont tous été écartés du gouvernement. Tous, sauf le Premier ministre Mohamed Ranouchi, qui conserve son poste. En Irak, un attentat à la voiture piégée dans un quartier chiite de Bagdad a fait 48 morts et 121 blessés. La bombe a explosé lors d'une cérémonie de condoléances. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier depuis 3 mois dans la capitale irakienne. C'est le rendez-vous des décideurs de la planète. Davos, station Suisse UP accueille le Forum économique mondial. Un passage obligé pour Nicolas Sarkozy, coiffé de sa toute nouvelle casquette de président du G8 et du G20. Monsieur le Président, dans sa volonté de réformer le système monétaire international, ou plutôt de l'ajuster, le chef de l'État va faire un long plaidoyer pour l'euro. Avec l'Allemagne, il se veut un défenseur inflexible de la monnaie européenne. Aussi bien Madame Merkel que moi-même, jamais, vous m'entendez, jamais nous ne laisserons tomber l'euro. Jamais. L'euro, c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est 60 ans de paix sur notre continent. Il est surtout venu ici présenter ses priorités pour le G20. Et une nouvelle fois, Nicolas Sarkozy a mis en avant la taxe sur les transactions financières qu'il veut absolument imposer. Une taxe pour aider au développement de l'Afrique notamment. Mais de nombreux pays n'en veulent pas. Alors, il prend à témoin les dirigeants présents ici à Davos, car la négociation s'annonce très délicate. Il faut des financements innovants. Ce n'est pas un choix, c'est incontournable. Ou alors, dormons tranquilles, et le jour où la moitié de l'humanité, privée d'énergie, privée d'électricité, privée de développement, privée d'infrastructures, privée de nourriture, se révoltera, à ce moment-là, il sera trop tard. À Davos, Nicolas Sarkozy a été très consensuel, car à l'entame de la présidence française du G20, il sait qu'il est face à une montagne de divergences entre puissances économiques. Bernard Thibault ne quittera pas son poste cette année. Le secrétaire général de la CGT dément formellement les informations parues ce matin dans la presse. Selon lui, il s'agit d'une tentative de déstabilisation de son syndicat. Il dirige la CGT depuis 1999. Le Roaccutane n'est plus commercialisé depuis 2008, mais les médicaments génériques, eux, sont toujours prescrits par les dermatologues en France pour lutter contre l'acné sévère. Mais la liste des effets indésirables est interminable, notamment sur le plan psychiatrique. Suicide, tentative de suicide ou encore troubles oculaires. Hakim Sali en a fait la triste expérience lorsqu'il a pris en octobre 2000 de l'isotrétinoïne. Suite à cette prise de médicaments, bien sûr, d'autres effets secondaires sont venus se rajouter à ce problème oculaire, notamment des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des problèmes cardiaques. D'autres ont vu leurs enfants sombrer dans la dépression avant de mettre fin à leur jour. Une trentaine de suicides ont été notifiés à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Des procédures judiciaires sont en cours. Mais depuis l'affaire du Mediator, tout semble s'accélérer. On espère que ça va prendre, qu'on va être enfin écouté beaucoup plus, parce que avec l'APSAPS nous écoute, mais bon, elle minimise toujours les dires. Quel que soit le nom du médicament ou du laboratoire qui le commercialise, la molécule isotrétinoïne est sur le marché depuis 1986. Les premières alertes ont commencé en 1995, mais il aura fallu attendre 27 ans après sa première commercialisation pour que l'on parle véritablement d'enquête. Aux assises du Val-de-Marne, 15 à 20 ans de réclusion ont été requis contre les 4 agresseurs de Bruno Viel. En 2006, il avait été passé à tabac et torturé parce qu'il était homosexuel et il était resté 15 jours dans le coma. Le verdict sera rendu demain. Tenter sa chance en grattant ou en pariant, 3 Français sur 5 s'offrent ce petit plaisir.
La Française des Jeux ne connaît pas la crise. En 2010, elle a réalisé un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Chez ce buraliste, on vient tenter sa chance à l'un des 19 jeux de grattage. Une chance sur 4 de gagner, selon la Française des Jeux. L'espoir n'est jamais loin. On rêve, on oublie un peu si on a des soucis, on oublie un peu les soucis grâce à ça. C'est un peu une thérapie d'une certaine manière, ça peut être une thérapie, quoi. Pour ceux qui ne croient pas au hasard, il y a les paris sportifs qui ont le vent en poupe. Vous mettez combien par... Oh, bah, ça dépend, en général 20 euros, quoi, 20-40 euros. Là je vais mettre un peu plus aujourd'hui parce que je suis pratiquement sûr du résultat. Aujourd'hui, ce monsieur vient parier 50 euros sur les matchs de foot. C'est un jeu d'expertise, donc qui met du temps à s'installer, mais qui conquiert de plus en plus de joueurs et de parieurs. 3 millions de parieurs pour le pari sportif Française des Jeux. Sur l'ensemble des jeux, quelle est la somme qui retourne aux parieurs sous forme de gains? Prenons par exemple 100 euros de mise. 64 euros sont redistribués aux joueurs, 26 euros à l'État, 5 euros aux commerçants et 5 euros à la Française des Jeux. Quant à nous, ce n'était pas le jour de chance. Nous avons misé 10 euros, rien gagné. L'État, lui, s'est enrichi de 2,60 euros. Nils Arestrup et André Dussolier, réunis pour la première fois sur un même plateau. L'événement se passe au Théâtre de la Madeleine et la pièce qu'ils jouent s'intitule « Diplomatie ». Ces deux poids lourds du théâtre n'auraient sans doute jamais pensé à jouer ensemble si on leur avait proposé un texte qui leur permette de confronter leur manière de jouer. Un texte dense, évidemment, à la hauteur de l'exigence qu'on leur connaît. Diplomatie est tombé à pic, qui imagine une rencontre entre deux personnages ayant réellement existé, le général allemand von Soltitz et le consul de Suède, Raoul Nordling. Vous oubliez juste une chose, monsieur le gouverneur. Ah oui? Un petit détail. Et quoi donc? Si véritablement j'étais de connivence avec les résistants, et connaissant l'existence de cet escalier, croyez-vous sincèrement à votre âme et conscience que vous seriez encore en vie? Nous sommes à Paris en 1944. Le diplomate suédois va essayer de convaincre l'officier allemand de ne pas exécuter l'ordre le plus fou qu'Hitler ait jamais réellement donné, celui de détruire la capitale française. Je suis là pour ça, pour qu'un jour vos enfants puissent voir cela aussi, l'aube sur Paris. L'échange entre les deux hommes, que tout, vraiment tout oppose, va être aussi subtil que violent. Reculez! Quelle preuve vous faut-il? Passez de ce côté-ci du bureau, allez vous asseoir là-bas, allez. Il y a à la fois la tension et la légèreté, c'est assez bien équilibré par l'auteur pour que justement tout fait partie d'un acte diplomatique, quoi. Le mensonge, la vérité, la légèreté, et puis la tension, et puis la violence. Paris devrait déjà être en miettes alors qu'il est. Qu'est-ce que vous me foutez, nom de Dieu? Général, il suffit... Taisez-vous. Le match entre les deux personnages va durer 1h30 et il va être d'autant plus passionnant qu'il est mené par deux comédiens soudés comme rarement au théâtre. On s'entend formidablement bien, aussi un peu comme des joueurs de tennis qui s'envoient des balles à droite ou à gauche, on ne sait jamais où elle va partir, mais on a toujours le plaisir d'aller chercher la balle. Les cloches annoncent l'entrée des Alliés dans Paris. Alors elle sonne pour moi. Deux comédiens de haut vol jouant main dans la main un huis clos historique haletant. Ce diplomatie a tout pour séduire les spectateurs les plus exigeants. Comme chaque soir, une pensée pour nos deux confrères, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Ils sont retenus en otage en Afghanistan depuis 394 jours. Tout de suite, place à l'actualité dans votre région. L'actualité en Île-de-France est d'abord l'émoi au collège Henri IV de Vaujour, en Seine-Saint-Denis, où une jeune fille de 14 ans s'est défenestrée ce matin. Elle est hospitalisée dans un état grave. C'est arrivé juste après la récréation, vers 10h45. La jeune fille prétexte de venir chercher un stylo dans une salle de classe, puis se dirige vers la fenêtre et saute précipitamment du 2e étage, à 8 mètres de haut. Ni le professeur, ni les élèves présents à cet instant n'ont le temps d'intervenir. La jeune fille de 14 ans, toujours consciente, souffre de multiples fractures et d'un traumatisme crânien. Un acte de désespoir extrêmement brutal et imprévisible. D'après l'inspection académique, cet élève de 3e n'avait aucune difficulté scolaire et rien dans son comportement ne laissait présager d'un tel geste. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place dans l'établissement.
L'équipe pédagogique, choquée et sous le coup de l'émotion, n'a pas souhaité répondre à nos questions. La collégienne, quant à elle, est toujours hospitalisée ce soir à l'hôpital Necker, à Paris. 2 policiers ont été condamnés cet après-midi à 4 mois de prison avec sursis pour des violences commises lors d'une interpellation en 2008 à Montfermeil. Un jugement qui a été bien accueilli par l'ensemble des parties. Ce jugement me paraît être un jugement de sérénité et qui devrait effectivement permettre à mon client de poursuivre une carrière dans la police. Les policiers condamnés devront également verser 3 000 € de dommages et intérêts à Abdoulaye Fofana. Le 14 octobre 2008, le jeune homme soupçonné d'avoir participé à un caillassage des forces de l'ordre est violemment interpellé à la cité des Bosquets à Montfermeil. Menotté, il reçoit plusieurs coups de matraque, le tout filmé par un témoin. Dans ce dossier, s'il n'y avait pas eu de vidéo, jamais ces policiers n'auraient été condamnés. Je suis content de constater que le tribunal a fait preuve d'indépendance et que le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du ministère public qui parlait quand même de circonstances explicatives pour justifier le comportement des policiers. Donc j'estime qu'une décision de justice juste a été rendue aujourd'hui. Dans un contexte où les rapports entre la police et la justice sont particulièrement tendus en Seine-Saint-Denis, cette décision tombe à point nommé. Nous prenons acte de cette décision. Je pense qu'elle est de nature à apaiser les tensions actuelles au sein des policiers du département. Et nous attendons maintenant la phase des disciplinaires. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui au tribunal de Bobigny, la justice a mis tout le monde d'accord, victime comme prévenu, magistrat comme policier. Remontés, les agents hospitaliers du Val d'Oise. Ils protestent contre la réforme de l'Agence régionale de santé et s'inquiètent de la possible fermeture du service de radiothérapie d'Argenteuil et de cardiologie à Gonesse. Ils en ont profité pour interpeller Claude Evin en visite à l'hôpital. Et moi, ma préoccupation, c'est de garantir la qualité de la prise en charge, y compris en cardiologie interventionnelle. Vous avez mais pourquoi vous voulez aller mais vous avez laquelle qualité? La mairie de Paris a présenté ce matin le nouveau projet pour les voies sur berge après 3 mois de consultation publique. Sur la rive gauche, la circulation automobile reste interdite sur les berges entre le musée d'Orsay et le quai Branly. Seule nouveauté, la création d'une 3e voie de circulation sur le quai Haut, Anatole France, face au musée d'Orsay, afin d'absorber le report de véhicules. Une réponse au préfet de police qui crée un engorgement au niveau de la place de la Concorde. Autre changement, la zone d'aménagement va être agrandie. Sur cette carte en rouge, le projet initial, il sera étendu au 12e et 13e arrondissement à l'est et dans le 15e à l'ouest sur l'île aux Cygnes, une réponse à l'UMP Paris qui en avait fait un cheval de bataille. 3200 personnes ont donné leur avis sur le site internet, ils voient d'un bon œil les installations prévues et plébiscitent tout ce qui concerne l'aspect promenade, un sentiment confirmé par un sondage commandé par la mairie. 71% des sondés approuvent le projet. Seul bémol, les automobilistes, parmi le panel interrogé, ils ne sont que 43% à émettre un avis favorable. Ce sondage est une réponse à la votation organisée par Rachida Dati dans le 7e arrondissement sur le sujet. Les résultats avaient été plus mitigés. Ce soir, l'UMP Paris parle d'un coup de com' et ne votera pas le projet discuté au prochain Conseil de Paris. Paris reste une destination privilégiée pour les touristes. 35,9 millions de nuits d'hôtel ont été enregistrées l'an dernier, le même chiffre qu'en 2007, considéré comme l'une des meilleures années. Les Français ont été 9% de plus à visiter leur capitale, une reprise qui s'explique aussi grâce au tourisme d'affaires. Il représente à lui seul 45% de la fréquentation de la ville.